Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de crypto où aujourd'hui je vais vous expliquer l'algorithme du masque jetable. Une des questions que se posent souvent les étudiants ou les gens quand on parle de crypto, c'est est-ce que c'est bien sûr tout ça? Est-ce qu'il existe une méthode qui soit comme un coffre-fort inviolable dont on ne puisse pas venir à bout? Est-ce que vraiment avec les gros ordinateurs les plus modernes et des gens très intelligents pour décrypter, est-ce que finalement on ne peut pas tout décrypter? Est-ce que ça existe vraiment quelque chose avec une sécurité absolue? Eh ben, on pense que non, généralement. Les gens sont toujours un peu suspects, ils disent non, mais la NSA doit réussir à tout décrypter, etc. Ben non, en fait non. Il existe une méthode que je vais vous expliquer aujourd'hui qui permet d'avoir une sécurité absolue dans la protection des messages. C'est-à-dire qu'à partir du message crypté, si on n'a pas d'autre information que le message crypté, on ne peut rien savoir du message clair. Explication tout de suite. Ce système est dû à deux personnes, donc Gilbert Vernam et Joseph Mauborgne, donc qui ont travaillé au début du XXe siècle. En fait, essentiellement, c'est Vernam qui l'a inventé. Ça s'appelle donc du coup aussi l'algorithme de Vernam. Et Joseph Mauborgne a apporté une précision importante en disant que la clé devait être aléatoire. On va en parler un petit peu plus tard, parce que voilà, il a perfectionné le système pour que ce soit vraiment bien. Et donc voilà, ça existe donc depuis une centaine d'années. Alors, première chose à savoir, c'est que tout message est un nombre. Et même un nombre avec que des 0 et des 1. Pourquoi? Vous savez bien, depuis qu'on utilise l'informatique, en fait, l'ordinateur il ne gère que des 0 et des 1, avec les petits transistors. Et donc, il a fallu trouver un système dans les années 60 pour coder n'importe quelle lettre, même caractères, les chiffres, les caractères accentués, les caractères spéciaux, tout ça, ça correspond à un octet, c'est-à-dire une série de 8 0 et de 1. Voilà. Donc, n'importe quel message, aussi long que vous voulez, maintenant, c'est juste une suite de 0 et de 1. OK? Et donc, en fait, une méthode de cryptage moderne, ça consiste en une fonction qui a une suite de 0 et de 1, donne une autre suite de 0 et de 1. OK? Alors pour fixer les idées, on va appeler IN l'ensemble des nombres formés de n chiffres avec des 0 et des 1. Alors ce n'est pas vraiment des nombres parce que j'admets le 0 au début, donc c'est plutôt des suites de n caractères où les caractères c'est 0 ou 1. OK? Voilà, donc tous les messages possibles. Très bien. Eh bien, pour cet algorithme, on a besoin d'additionner des choses comme ça. Alors, quelle technique on emploie? Parce que si on faisait l'addition bête, on pourrait se dire, 1 plus 1, ça fait quoi? Ça fait 10, je retiens 1. Si on additionne en binaire, tout ça, non. Alors, c'est très simple. On additionne tout, chiffre par chiffre, avec la convention 1 plus 1 fait 0. Donc, autrement dit, 1 plus 1, 0, 1 plus 1, 0, 0 plus 0, 0, ok. 0 plus 1, ça fait 1, et 1 plus 0, ça fait 1. Autrement dit, on fait comme si les bits étaient des éléments de z sur 2z, si vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire exactement ça, en fait, des nombres 1 plus 1 égale 0. Quoi. Ok. Et donc, voilà. Cette opération-là, eh bien, on peut la faire donc, dès que j'ai 28 000, 01, 28 000, deux chaînes de même taille, je peux les additionner pour trouver une troisième chaîne. Okay, donc cette opération, elle s'appelle XOR, ou XOR, non mais c'est plutôt XOR. Et on la note avec un petit plus entouré. Alors pourquoi XOR? Parce qu'en fait, en anglais, ça veut dire exclusive OR, le OU exclusif. Alors pourquoi ça? Parce que si on réfléchit un peu, vous voyez, on a tendance des fois à noter 1, ce qui est une proposition vraie, et 0, une proposition fausse. Souvent, la logique booléenne se programme comme ça, enfin bref. Et donc, là, ça veut dire que vrai et vrai, ça donne les faux. Voyez? Alors que, faux et faux, ça donne faux, mais faux et vrai, ça donne vrai. Autrement dit, il faut qu'il y ait un des deux qui soit vrai et pas l'autre. C'est vraiment le ou exclusif. Pour obtenir vrai à la fin, il faut qu'un des deux événements du début était vrai et l'autre faux. Okay, donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle XOR, parce que c'est exactement le ou exclusif. Ok, alors quelles sont les propriétés de cette opération? Tout d'abord, elle est associative. Alors ça, vous voyez, au début, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut ajouter 3 chaînes de bits. Il n'y a pas besoin de s'embêter de savoir s'il faut ajouter d'abord les deux premières et la troisième, ou d'abord la deuxième et la troisième, et après ajouter la première. Voilà. On s'en moque de l'ordre dans lequel on fait, ça donne la même chose. Vous voyez bien, puis ça c'est évident, parce que 1 plus 1 plus 0, je fais dans l'ordre que je veux, ça fera la même chose, même si 1 plus 1 fait 0. Ok. Deuxième propriété, on fait dans l'ordre qu'on veut. Parce que 0 plus 1, 1 plus 0, c'est pareil, ça fait 1, donc voilà. On dit que l'opération est commutative. Jusque-là, tout va bien. Il y a un élément neutre. Alors c'est quoi un élément neutre? Je vous rappelle que pour une opération, c'est quelque chose qui ne change rien. Un élément qui fait que quand on l'ajoute aux autres, ça ne change rien. Je prends que des zéros. Si je prends que des zéros, j'ajoute à n'importe quelle chaîne de bits 0, 0, 0, 0, voilà, la chaîne de départ n'est pas changée. Okay, donc on dit qu'on a un élément neutre pour cette opération. Et puis dernière propriété, chaque élément a un opposé. Et alors même, c'est encore plus fort dans ce cas particulier, c'est que chaque élément est son propre opposé. Parce que regardez bien, vous prenez une chaîne de bits n'importe comment, 1, 1, 0, 0, 1. Vous l'ajoutez à elle-même, ça fait 1 plus 1, 1 plus 1. Enfin bref, ça fait toujours soit 1 plus 1, soit 0 plus 0. Donc on obtient 0, 0, 0, 0, 0, 0 à la fin. Ok, on obtient l'élément neutre. Donc chaque élément est son propre opposé. Alors, comment on résume en mathématiques une loi associative, commutative, avec un élément neutre, où chaque élément admet
symétrique ou un opposé, eh bien ça se résume en disant que IN muni de l'opération XOR est un groupe commutatif. Et si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, vous savez que les groupes en maths, on aime bien. Bon là, on a une propriété en plus, et qui est même d'ailleurs la plus importante, c'est que chaque élément est son propre opposé, d'accord? Ok, allez maintenant, comment on s'en sert de ça? Eh bien, pour chiffrer un message, Alice, imaginons qu'elle veut envoyer bonjour. Alors bonjour, c'est ce message-là, d'accord? En ASCII. Bon, très bien. Elle va envoyer ça, alors qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ben, elle commence par choisir une clé, au hasard, alors hop, elle lance des pièces, par exemple, clic. Elle a généré une clé K. Très bien, donc une chaîne de 0 et 2. Alors pour chiffrer le message M avec cette clé, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va simplement additionner M et K. Autrement dit, le message chiffré, vous voyez, ce sera alors là, le premier, 0 plus 1, ça fait 1, le deuxième, 1 plus 0, ça fait 1, le troisième, 1 plus 1, ça fait 0, puis alors ainsi de suite, vous voyez, ça se termine le dernier, 0 plus 0, ça fait 0. Okay. Donc voilà, elle ajoute simplement ça et ça. Hop, elle obtient ça. Vous voyez, c'est pratique en plus, mais on peut même le faire au fur et à mesure. C'est-à-dire, on peut, au fur et à mesure que les bits y partent, on peut même les masquer au fur et à mesure, avec la clé qui est là. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup. D'accord? Donc ça permet de faire du streaming et tout, c'est extrêmement pratique. Voilà, et c'est facile et c'est rapide, vous voyez bien que c'est instantané pour chiffrer un message. Alors, maintenant pour déchiffrer. Bon, bah déjà, Bob, il doit connaître la clé. Donc ça, c'est un problème. Parce qu'il faut bien qu'une façon ou d'une autre, Alice, elle ait fait passer la clé à Bob. Vous allez me dire, oui, elle n'a pas pu lui faire passer par Internet, parce que si Bob et Alice, ils ont un moyen sécure pour Internet, pour pouvoir s'échanger les bits de la clé, en étant sûr que personne ne les récupère, bah pourquoi ils n'utilisent pas ça pour communiquer directement? Pourquoi s'embêter à chiffrer les messages, vous voyez? Donc, il y a un problème, enfin, c'est compliqué. Donc voilà, là il y a une première difficulté, il faut que Alice elle ait réussi à filer la clé à Bob. Mais j'en reparlerai plus tard. Mais bon, Bob il a la clé, ok? Comment il fait pour déchiffrer le message C? Bah pareil, et ça on aime bien, c'est la même technique pour chiffrer pour déchiffrer, il ajoute les deux. Regardez, hop, 1 plus 1, ça fait 0, 0 plus 1, ça fait 1, ainsi de suite, 1 plus 0, ça fait 1. Hop, on retrouve le message M du début. Elle est pas belle la vie? Super facile à chiffrer, super facile à déchiffrer. Ok. Alors pourquoi je dis que c'est une sécurité absolue? Parce que je prétends que si on connaît juste le message chiffré M, alors on ne peut rien savoir sur le contenu du texte clair. Je dis sur le contenu parce qu'on peut savoir la taille du texte clair. Mais si Alice a été maligne, elle a rajouté des caractères qui servent à rien à la fin, ben on ne va pas s'en rendre compte. Hein. D'accord? Donc voilà, à part la taille, savoir qu'il y a un message qui a été envoyé et à peu près la taille du message, ben, on ne sait rien d'autre. Alors pourquoi on ne sait rien d'autre? Parce qu'en fait l'idée, il faut bien comprendre, c'est que n'importe quel message de départ qui comportait cette lettre aurait pu donner ça, comme message chiffré. Alors, ça s'explique mathématiquement, vous voyez que ça aurait pu être, je ne sais pas moi, au revoir, alors c'est pas le bon nombre de lettres, mais n'importe quoi, ça aurait pu donner ça comme résultat. Alors pourquoi? Quel que soit le message clair T2, donc de bonne taille évidemment, il existe une clé K2 qui aurait permis d'obtenir M en faisant T2 plus K2. Alors on va prouver ça, c'est très simple. Je prends un message clair T2 n'importe comment, et ben je choisis K2 égale T2 plus M. Pourquoi? Parce que regardez, c'est magique, T2 plus K2, donc ça fait T2 plus M, comme c'est associatif, je peux commencer par faire T2 plus M, T2 plus T2 c'est 0, 0 plus M, c'est M. Donc vous voyez, si je prends cette clé-là, avec n'importe quel message T2, j'obtiens M quand même. Tous les messages du début auraient pu donner ça. Donc vous voyez, c'est à s'arracher les cheveux, on ne peut rien savoir. Si on ne connaît rien sur la clé, on ne peut rien savoir. Même maintenant, même avec les futurs ordinateurs quantiques qui existeront peut-être un jour, de puissance phénoménale qui tueront RSA et plein d'autres algorithmes, ça, ils ne pourront jamais rien faire. C'est une sécurité absolue prouvée mathématiquement. Elle n'est pas belle la vie? La question c'est maintenant, alors pourquoi on ne l'utilise pas tout le temps? Bah déjà, il y a des précautions à prendre. Tout d'abord, la clé, j'ai dit que c'était le masque jetable. Hein. En anglais, c'est le one-time pad. On ne peut faire qu'une fois. Alors, la clé doit être jetée après l'utilisation. Ploum, poubelle. Bon. Et effectivement, la question qui se pose, c'est mais pourquoi? Parce que, voilà, j'ai ma belle clé, pourquoi je ne peux pas la réutiliser? Parce que imaginons que Alice envoie deux messages, T1 et T2 à Bob, ou à deux personnes différentes, en les masquant à l'aide de la même clé K. On dit T1 plus K, T2 plus K. Ok. Et ben, si Charlie il récupère les deux, alors là, avec un seul, il n'avait aucune information, mais avec les deux, il a des informations sur T1 et T2. Plus précisément, il calcule la somme de M1 plus M2. Alors donc ça fait T1 plus K plus T2 plus K. Mais là, c'est horrible, parce que comme c'est commutatif et associatif, hop, je mets les deux K à côté, je les calcule en premier, K plus K, ça fait 0, j'obtiens T1 plus T2. Autrement dit, alors je n'obtiens pas T1 et T2, on est d'accord, mais j'obtiens la somme de T1 et T2. Et donc vous allez me dire, bah ouais, si vous ne connaissez rien sur T1, vous ne connaissez rien sur T2. Certes, mais imaginons qu'à un moment ou à un autre, j'obtienne T1. Bah automatiquement j'ai T2. Donc si elle utilise la même clé pour plein de messages, si un jour on récupère un texte clair correspondant à un texte chiffré,
hop, on décrypte tous les messages. Vous voyez, ça c'est une propriété qu'on demande des algorithmes de crypto, c'est est-ce qu'ils sont solides? Si tu connais un couple clair chiffré, tu connais un message clair qui a donné ce message chiffré, est-ce que tu es capable de décrypter tous les autres messages ou pas? Généralement, on veut que non. Et bien là, si jamais on utilise la même clé, oui, dès qu'on a un couple, hop, on a la clé. On ajoute les deux. Si vous avez compris le système du XOR, j'ajoute le message clair, le message chiffré, j'obtiens la clé. Et donc, voilà. Donc après, ça a été réutilisé pour d'autres messages, tout est foutu. Donc il faut l'acheter absolument après toute utilisation. Et donc ça, c'est pénible. Pourquoi? Parce que du coup, Alice et Bob, ils doivent régulièrement s'échanger des listes de bits pour pouvoir avoir des clés, pour pouvoir communiquer régulièrement. Et c'est pas assez facile que ça, parce qu'en fait, la meilleure méthode qu'on connaisse, c'est de les amener physiquement avec une mallette pleine de 0 et de 1 que vous accrochez à votre poignet avec une menotte. Enfin, en fait, les États, ils envoient plutôt des agents secrets pour faire ça, avec genre 2 gardes du corps dans l'avion pour être sûr qu'on leur pique pas les 0 et les 1, qu'on peut pas trafiquer dans la mallette, quoi. Alors peut-être que maintenant, c'est plus des 0 et des 1 imprimés, j'imagine que ça doit être sur des clés USB ou j'en sais rien, mais des trucs comme ça. Mais c'est compliqué, c'est-à-dire que les ambassades ou les États qui veulent utiliser ça pour communiquer avec leurs ambassades, utilisent la valise diplomatique. Dedans, ils peuvent mettre des choses comme ça, justement. C'est un des buts de la valise diplomatique, c'est de pouvoir transmettre des choses comme ça de façon sécure, quoi. Bon, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, ça veut dire en fait que cette méthode de chiffrement, elle n'est pas tellement plus pratique que d'apporter soi-même le message à Alice. Ok? Juste, ok, vous pouvez le faire à l'avance. Très bien, donc vous envoyez le message à l'avance avec que les 0 et des 1, et hop, quand vous avez besoin de communiquer dans l'urgence, clac, vous pouvez directement communiquer de façon sécurisée. Mais c'est pas le plus pratique que d'être obligé d'y aller physiquement, quoi. Donc voilà, à l'ère d'Internet, vous imaginez bien que c'est un peu compliqué, quoi. Et en plus, il y a un autre problème. Pourquoi il faut que la clé soit aléatoire? Pourquoi je ne peux pas prendre juste des chaînes de 0 et des bits à tirer d'un bouquin ou de quelque chose? Et bien en fait, la machine Enigma, que je ne vais pas vous écrire en détail, il y a plein de vidéos super pour l'expliquer, notamment sur YPenser, que je vous recommande. Bref, voilà, elle a été inventée il y a longtemps, et en gros, quand je dis en gros, c'est parce que c'était pas codé pareil, mais c'est exactement le principe du masque jetable qu'elle employait. D'accord? Donc, chaque réglage de la machine, là, les petits rotors, les petites connexions qu'on met dedans, ça permettait d'avoir une clé, d'accord, K, qui permettait de masquer les messages par une méthode tout à fait analogue au masque jetable. Ok? Et donc, la clé en plus faisait 17 576 caractères de long, donc à peu près 6 pages. Et si jamais on avait un message de plus de 6 pages, à ce moment on pouvait le couper en 2 parties et prendre 2 clés différentes. Donc voilà, on peut faire. D'accord? On utilisait une clé pour chaque réglage de la machine, on pouvait prendre une clé différente. Et il y a plein de réglages de la machine, puisqu'il y avait plus de 7 milliards de clés. Autrement dit, on pouvait très bien faire des dizaines d'années sans utiliser jamais la même clé. Ok? Donc on a. Vous voyez, on dit, bon, ok. Mais les clés ne sont pas aléatoires, d'accord? Elles étaient fabriquées par la machine. Donc on pourrait se dire, ok, j'ai mes clés, là elles ont été faites, je ne sais pas comment, par les rouages, les circuits électriques de la machine, ok. Mais elles ne ressemblent à rien, enfin, elles ont l'air toutes différentes. Là, il y en a 7 milliards, je choisis une là-dedans, hop, je dis, cloc, je rentre les réglages de la machine. C'est facile à communiquer, parce qu'il y a juste à communiquer avec mon collègue les réglages de la machine. J'utilise mon truc, ça fait du one-time pad, hop, il décrypte et personne ne peut en venir à bout. Sauf que l'histoire a montré que c'était un échec. Alors, ça a été compliqué, faut pas croire que ça a été simple. Alan Turing et les autres chercheurs qui ont travaillé dessus se sont arrachés les méninges, ont fait des efforts incroyables, ont utilisé des erreurs humaines d'utilisation de la machine avant d'y arriver. Enfin, plein de méthodes différentes pour réussir à en venir à bout. Mais ils ont réussi à déchiffrer les messages. Pourquoi? Parce que le seul défaut, c'est que les clés n'étaient pas aléatoires. Et donc, si vous voulez être parfaitement sûr, cette sécurité absolue, vous ne l'aurez que si vos clés sont absolument aléatoires. Et alors, pourquoi c'est un problème, ça? Parce que le problème, c'est comment je la fais, ma clé aléatoire. Ok, voilà, on peut lancer des pièces de monnaie. Ça marche, effectivement. Vous notez, pile 0, face 1, c'est une pièce standard. Vous allez avoir une chaîne quasiment parfaitement aléatoire. Ok. Mais c'est long. Alors, comment on peut faire autrement? Eh bien, en fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas faire autrement. On n'a pas de technique pour faire du vrai hasard. Alors, j'entends déjà des gens dire, mais attendez, moi, sur ma calculatrice, j'ai une commande nombre aléatoire qui me fait du hasard. En fait, non. Regardez. Il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, un de mes collègues, prof de maths au lycée Rochefort, lycée d'assaut de Rochefort, d'ailleurs, bonjour Johan si tu regardes, a fait une expérience avec ses élèves. Il voulait étudier ce qu'on obtenait en faisant une somme de 3 nombres aléatoires et regarder la distribution des nombres pour faire une somme de variables normales. Enfin bref, il faisait un petit peu de stats et il disait à ses élèves de taper nombre aléatoire, plus nombre aléatoire, plus nombre aléatoire. Okay, et là, il y en a deux qui ont dit, monsieur, on trouve pareil. Effectivement, là, il trouvait 1,99, 8, 6, 0, 40, 93, et puis celui-là aussi, 1,99, 8, 6, 40, 0, 93. Ils se sont dit, c'est pas normal. Ils ont recommencé pour voir, donc là, vous voyez la commande, un nombre aléatoire, plus nombre aléatoire, plus nombre aléatoire. Pareil, même commande, et bien là, 1, 65, 43, 23, 904, là, voilà, 65, 43, 23, 904. C'est la même chose.
pour être sûr, ils ont recommencé un coup, vous voyez, 1, 37, 88, 20, 854, 1, 37, 88, 20, 854. Je vous jure que ce n'est pas un montage, ce n'est pas une triche, c'est vraiment une photo des deux calculatrices posées les unes à côté des autres. Hein. D'accord? Et ben, oui, alors c'est la même marque, ok? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'elles ne font pas du tout de l'aléatoire. On a l'impression comme ça, quand on tape, que les nombres c'est un peu n'importe quoi, mais en fait non, c'est du pseudo-aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui, à partir d'une petite graine, génère des nombres qui ont l'air d'être aléatoires, mais qui ne le sont pas du tout. Le concept de graine, si vous avez déjà joué à Minecraft, vous connaissez un petit peu, vous voyez, parce qu'à partir d'une graine, il génère un monde qui ressemble à un monde aléatoire, mais en fait qui n'est pas du tout. Et donc voilà, on sait faire des choses pseudo-aléatoires, mais on ne sait pas faire des choses aléatoires. Un ordinateur, c'est pas fait pour. Un ordinateur, c'est justement un truc super déterministe, on le fait exprès. C'est prévu pour que quand on donne les mêmes résultats au début, ça donne toujours le même résultat à la fin. Vous voyez? Donc, il n'y a pas des petits lutins qui lancent des dés, et on ne sait pas faire ça. C'est un vrai problème. Il y a des algorithmes de recherche en maths sur les méthodes pour générer des suites pseudo-aléatoires qui ressemblent le plus possible à l'aléatoire suivant certains critères. Des articles comme ça, il y en sort des dizaines et des centaines par an. C'est vraiment un sujet de recherche en maths en soi, vous voyez, la génération de nombres aléatoires. On ne sait pas résoudre ce problème parfaitement. Donc on a des techniques plus ou moins sophistiquées, plus ou moins valables, etc. mais c'est toujours du presque aléatoire, mais pas du aléatoire. Donc voilà, l'autre difficulté, c'est déjà, il faut amener les 0 et les 1, d'accord? Mais en plus, il faut les fabriquer avant. Donc voilà. Donc au niveau de, si on veut faire un bilan de cet algorithme, en fait, n'importe quel algorithme de crypto, il y a une balance à trouver entre la sécurité qu'il offre et la facilité d'utilisation. Et donc dans ce cas-là, clairement, la jauge, elle est là. La sécurité, il n'y a pas mieux, c'est sûr, absolument certain, mais c'est juste impossible à utiliser par le commun des mortels, quoi. C'est pour ça que personne ne l'utilise. En pratique, c'est utilisé, je sais, pour assurer la liaison entre le Kremlin et Washington. Hein, après la crise des missiles de Cuba, là vous savez, donc on a failli tous exploser, eh bien ils se sont rendus compte que le président américain, ce serait bien s'il pouvait discuter directement avec son homologue russe, et donc ils ont créé une ligne qui voulait évidemment sécuriser. Donc en fait c'est pas un téléphone, c'est un téléx, mais enfin bon c'est pas grave, ça revient à peu près au même, et était sécurisé par cette technique. Voilà, comme ça on était sûr que personne au monde pouvait décrypter ce qu'ils se disent. Mais ça voulait dire qu'il y avait des avions qui passaient avec des 0 et des 1, avec des diplomates qui passaient sans arrêt pour échanger des 0 et des 1 entre les deux. Oui, pas très pratique quoi. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, et je vous dis à bientôt.